La nuit dans le Pembrokeshire n'arrive pas d'un coup, mais s'accroche aux collines d'une ombre douce, d'abord aux haies, puis aux murs de pierre, et seulement après aux routes étroites entre les fermes. En février 1977, l'air était humide et sentait la mer, bien que la côte fût encore à 20 bonnes milles. En ces jours-là, une tension planait sur toute la Grande-Bretagne. Les grèves des mineurs venaient de se terminer, l'économie du pays tenait à peine, et en Irlande du Nord, les troubles faisaient encore rage. Mais dans le comté de Dyfed, comme on avait rebaptisé l'ancien Pembrokeshire, après la réforme de 1974, la vie coulait à son rythme habituel, entre les fermes, les écoles et les trains occasionnels pour Cardiff. Dans la cuisine de Madame Evans, l'horloge faisait tic-tac, la bouilloire bouillait, et dehors à la fenêtre, dans le ciel qui s'assombrissait, la rose luisait faiblement. C'est ainsi que les habitants appelaient Vénus, quand elle apparaissait après le coucher du soleil. Madame Evans vivait dans une chaumière du XVIIIe siècle, près du village de Saint-Brides, où son arrière-grand-mère avait autrefois travaillé à la ferme de Lord Cawdor. Dans la famille, on parlait encore gallois, surtout quand on s'inquiétait ou qu'on priait. Une soirée presque ordinaire, s'il n'y avait eu le chien, qui soudain dressa les oreilles et grogna non pas vers la porte, mais vers la fenêtre, comme si ce qu'il craignait ne se tenait pas sur le seuil, mais flottait au-dessus de la cour. « Tawel, Bram » dit Madame Evans en gallois, et elle-même ne crut pas que sa voix n'avait pas tremblé. Elle s'approche de la vitre et vit, au-dessus du champ, où les meules ressemblaient à des chapeaux noirs, flotter une lumière ronde, pas un projecteur de tracteur. Cela brille toujours orange, mais quelque chose d'argenté, comme la lune, seulement proche, trop proche. À l'ouest, au-dessus de la mer, scintillaient les lumières de la raffinerie de pétrole de Milford Haven, la plus grande d'Europe, construite seulement 10 ans auparavant. Mais ce qu'elle voyait au-dessus du champ ne ressemblait ni aux torches d'usine ni au feu de l'aérodrome de Brodie. La lumière ne frappait pas, mais coulait uniformément vers le bas, et dans cette lumière marchaient, semblait-il, des ombres de taille humaine. Elle cligna des yeux, et les ombres disparurent. La lumière aussi, comme si quelqu'un avait recouvert une lampe de sa paume. Le lendemain matin, Madame Evans ne dit rien à personne. Dans les villages, les mots vivent plus longtemps que les gens, et elle ne voulait pas que sa parole erre dans les cuisines tout l'hiver. Saint-Bride était minuscule, seulement 200 âmes, une église de Sainte-Brigitte du XIIIe siècle et une école de 30 élèves. Tout le monde se connaissait, et les ragots se répandaient ici plus vite que les cendres de brûlage du chaume. Mais vers midi, les garçons du voisinage vinrent la voir, ceux qui s'occupaient des lapins derrière l'école, et se mirent à parler tous en même temps. « Madame, vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ?» Le 14 février 1977, à l'école primaire de Saint-Bride, l'institutrice Mademoiselle Harper menait les enfants hors de la classe pour la récréation. Harper enseignait ici depuis 20 ans, et se souvenait comment pendant la guerre les enfants se cachaient sous les pupitres quand les bombardiers allemands survolaient l'école, cap sur les docks de Milford. Alors aussi le ciel apportait la peur, mais une peur compréhensible. 2 élèves, David Davies et Helen Griffiths, 10 ans, levèrent la tête comme sur commande. Dans le ciel, bas et gris comme un châle humide, flottait quelque chose de rond. Ni une balle, ni un avion. Un dôme en forme de champignon, lisse comme poli. Sur son flanc dansaient de ternes reflets, comme si un soleil invisible se reflétait dans le métal. Les enfants rirent d'abord. « Soucoupe volante !» Mais le rire se tut, car le dôme, en descendant, devenait plus grand, et le silence alentour s'épaississait comme avant l'orage. Soudain il oscilla, comme s'il écoutait, et partit de côté, derrière la rangée d'arbres, sans émettre ni bourdonnement ni sifflement. Au bout d'une minute, il n'y avait plus rien à l'horizon, seulement des mouettes. Le directeur d'école, John Evans,
Un homonyme, pas un parent de cette même Madame Evans, appela le poste de police de Dyfed à Haverfordwest. La radio répondit brièvement. Reçu. En ces années-là, seulement 40 agents travaillaient dans la police du comté, sur un territoire de 1500 milles carrés, de la côte de la baie de Cardigan à l'embouchure de la rivière Clédo. Et le soir, quand les rues se vidaient, sur la route A4076 entre Haverfordwest et le petit village de Marloes, s'arrêta une patrouille Vauxhall Viva. L'agent Albert Rees, 42 ans, vétéran de la police avec 20 ans de service, sortit de la voiture, alluma une embassie et se figea. Dans la vallée, dans l'obscurité, brûlaient 2 lumières blanches, ni phare ni lanterne de ferme. Il avait vu des phares pendant des décennies et savait comment ils sautent sur les bosses, mais ceux-ci se tenaient droits, au même niveau, et semblaient tourner lentement, comme des yeux de hibou. Rees avait servi encore du temps de l'ancien Pembrokeshire, se souvenait de la réorganisation de la police de 1974, quand 3 comtés furent unis en Dyfed. Pendant ces années, il avait tout vu, des bagarres d'ivrons aux moutons coincés dans les aises, mais cela jamais. Rees éteignit sa cigarette, prit les jumelles Zeiss, restées depuis la guerre. Entre les lumières se dessinait une silhouette, ronde, comme un bol retourné. Il appela son partenaire par radio, mais la connexion grésia, râla, et un sifflement faible roula dans le haut-parleur, comme si quelqu'un avait passé le doigt sur du verre. En bas, là où s'étendait un pré humide près d'une carrière victorienne abandonnée, argentée par le givre, soudain sentière du silhouette, mince, un peu plus haute qu'un enfant, avec des têtes disproportionnellement grandes. Elle ne marchait pas et ne courait pas, elle glissait comme des reflets. Rees cligna des yeux et baissa les jumelles. Les lumières s'éteignirent. Une vague de brume comme de la chaleur passa au-dessus de la plaine, et tout redevint noir et vide. Le jour suivant, tout le monde parlait. Au bureau de poste de Saint-Bridé, où le maître de poste Gareth Jones recevait les télégrammes sur un ancien appareil Siemens, à l'arrêt de bus, grand-mère Mary serrait son sac contre sa poitrine et chuchotait. Je me souviens encore d'étranges lumières au-dessus de la mer pendant la guerre. On pensait que les Allemands préparaient un débarquement, mais ça... À la boulangerie de Thomas Phillips sur High Street, on riait. Chaque mars, quelque chose vole chez nous avec les hérons. À la ferme des Davidson, qui gardait un troupeau de 100 têtes d'Aberdeen Angus et fournissait du lait à l'usine coopérative de Narbert, les vaches se tenaient serrées, silencieuses, comme si elles écoutaient la terre. Dans un clos restaient des cercles d'herbe aplatie d'un diamètre de exactement 12 pieds. Et même celui qui ne croit en rien d'autre qu'au profit admettait. Avec un tracteur Fordson Major, on ne fait pas une trace si parfaite. La rumeur atteignit le reporter de Radio Wales, Alan Michaels. Il arriva dans une vieille camionnette Ford Transit, enregistra 3 recettes, enfants, institutrices, agents et diffusa le soir le reportage dans l'émission Chronique du Pays de Galles. Une semaine plus tard arriva une équipe de BBC Wales dirigée par le producteur Derek Gwynn. Ils filmèrent le panorama des collines, le mur de l'école, une vache silencieuse, le ruban noir de la route où roulent les nuages. À l'écran, tout paraissait ordinaire, mais les gens devant leur téléviseur voyaient plus. Ils voyaient leur propre nuit où quelque chose flottait au-dessus de la cour et leur propre chien qui grognait dans le vide. En mars, la vague frappa plus à l'ouest, près de Nayland Haven, un port de pêche où mouillaient 2 douzaines de chalutiers et se trouvait une station de sauvetage. Les pêcheurs virent comment au-dessus de la baie un dôme terne brilla et resta suspendu à hauteur de vol d'oiseau. Le vent était marin, tranquille, soufflait du sud-ouest, comme toujours en mars, apportant l'odeur des algues et de la pluie, et de l'eau montait une vapeur salée, mais la lumière se tenait droite, comme une bouée immobile. Un des pêcheurs,
Thomas Tom Bateau Edwards, 70 ans, dont la famille pêchait dans ces eaux depuis l'époque de la reine Victoria, un homme silencieux en bottes de caoutchouc, dit qu'il avait entendu un silence plus fort que l'océan, comme dans les oreilles avant de plonger. Il l'exprima exactement ainsi. Silence plus fort que la mer. Quelques minutes, et tout disparut, comme si quelqu'un avait tiré la prise de la prise. En avril vinrent de nouvelles histoires. À la fin des frères Griffiths, Gareth et Morgan, qui élevaient des moutons gallois des montagnes des races Snowdon, et tenaient 50 hectares de champs d'orge. Le chien grogna encore vers la fenêtre. Dans le jardin, un pommier bramley centenaire se dressait dans une brume humide, et à travers ses branches perçait une bande de lumière pâle qui bougeait comme un pendule. Les frères sortirent dans la cour, prenant des lampes de poche Eveready avec des pilets Eveready, et remarquèrent que l'horloge Smith's dans la cuisine, la Westclocks dans la chambre et l'allemande Jungans dans la grange s'étaient toutes arrêtées ensemble à 23h27. Les lampes de poche s'éteignaient et se rallumaient, comme si l'air était devenu épais d'électricité. Plus tard, on découvrirait que cette même nuit, exactement à 23h27, les horloges s'arrêtèrent dans 4 maisons dans un rayon de 2000, un phénomène que les physiciens de l'université de Cardiff ne purent jamais expliquer. Au-dessus du pré flottait un dôme. Maintenant, on le voyait bien. Sur le bord inférieur, comme sur une chemise avec manchette, brillaient des panneaux rectangulaires, et de l'un d'eux s'étirait vers le bas un rayon étroit, presque rougeâtre, fin comme un fil. Il rampait sur l'herbe et les arbres, touchait légèrement le mur de la maison en pierre grise locale, extraite des carrières de Précélie, glissa sur la fenêtre, et les frères sentirent soudain quelque chose d'étrange. Pas de la peur, pas du ravissement, mais de l'attention, comme si quelqu'un les étudiait. « Digon », dit le plus jeune Morgan en gallois, non pas à lui-même, mais à ce qui était dans le ciel. « Assez ». Et le rayon sembla entendre. Il recula. Le dôme oscilla, non pas vers le haut, mais de côté, comme si le vent l'avait poussé. Et l'instant suivant disparut. Les frères restèrent dans l'obscurité blanche, où même les chouettes de la forêt proche semblaient avoir oublié leur chant. Les horloges ne repartirent pas. Il fallut les remonter le matin. Le commissaire principal de Diffed Raymond Jack ordonna la création d'un groupe de travail spécial sous le nom de code Opération Merle. La police roulait aux appels, établissait des procès-verbaux. Dans les rapports figuraient les mots « source de lumière inconnue »,« interférence électromagnétique »,« traces physiques ». 3 fois vinrent des gens de Londres, des officiers du département D4 du ministère de la Défense, spécialisés dans l'enquête sur les rapports d'objets aériens non identifiés, en manteau discret, et posaient des questions strictement mais poliment. Ils ne disputaient pas et ne riaient pas, écoutaient seulement et notaient. Parmi eux se trouvait le Major David Hartfield, officier de renseignement de la RAF, et le Dr Margaret Harris du département scientifique du MOD. L'agent Reese dit ensuite à sa femme « On ne peut pas deviner d'après eux s'ils croient ou non, mais ils ont besoin que nous soyons plus calmes que nous ne sommes. » Le 18 mai 1977, dans un bosquet de forêt au nord de Haverfordwest, dans la région de l'ancien fort de Castrogie, on rencontra le fermier Evan Morgan de Scollock Cross. Il revenait du champ, où il vérifiait les agneaux nouveau-nés. En mai, c'est la saison d'agnelage chez les moutons gallois. Quand il vit sous les chênes un coin sombre sur le fond du ciel, comme si une partie de la nuit était devenue encore plus sombre et avait pris forme. À travers les branches de vieux chênes, se souvenant encore des temps des Tudors, scintillaient de ternes rectangles, comme des écoutilles dans un navire. De l'un d'eux s'est tiré un rayon mince, et où qu'il tomba, là il semblait décoloré. Le brouillard devenait laiteux, l'herbe devenait argentée. Morgan recula, mais ne s'enfuit pas. Dans la vallée de la rivière Clédau, on n'aime pas ceux-là, les fuyards. Son grand-père combattit les Boers en Afrique du Sud, son père les Allemands à la Somme. Les Morgan ne fuient pas. Il resta debout et regarda. Le rayon toucha brièvement sa botte de travail Hunter, en caoutchouc,
pour travailler dans les champs humides. Il ne sentit ni chaud ni froid, seulement une pression chatouillante dans l'air comme avant l'orage. Puis le coin se dissolva, ne s'envola pas, mais s'effaça, comme une trace de pinceau sur du verre mouillé. « Ce n'est pas à nous, dit-il le soir au pub Brynhafren, à Scollagh Cross, regardant la mousse de la bière Brains. Et pas à eux. C'est à quelqu'un pour qui peu importe en quelle foi nous sommes et quelle récolte nous avons. » La vague commença à s'apaiser. En juin 1977, la police de Dyfed avait enregistré 47 rapports officiels d'observation d'objets non identifiés. Le ministère de la Défense classa l'affaire comme dossier DJ-77 et la plaça dans les archives avec la mention « inexpliquée ». Restèrent des cercles sur l'herbe, des sommets brisés de jeunes érables, 7 horloges murales arrêtées dans différentes maisons, des notes dans les carnets de l'agent Rees et du reporter Michaels, et des impressions de bandes magnétiques, où les bruissements et les identiques bon sang sonnaient à l'identique. Restèrent des dessins d'enfants, des assiettes argentées au-dessus des vaches, de drôles petits hommes aux grands yeux et l'inscription en gallois « Royden in Gwylio ». Ils regardaient. Resta un reportage du soir du studio BBC Wales à Cardiff, bref, sans conclusion, comme si une question avait été posée mais qu'on avait oublié d'enregistrer la réponse. Et resta l'habitude de lever les yeux. Les vieux, qui se souvenaient des bombardements de 1940 à 41 en sortant les poubelles, s'attardaient du regard sur le bord noir du ciel au-dessus de la haie. Les adolescents qui écoutaient les Sex Pistols et portaient des jeans Lee, en revenant de la rivière Cleddau, photographiaient le vide sur pellicule Kodak 126, au cas où. L'institutrice Mademoiselle Harper commença à fermer les rideaux plus tôt, bien qu'elle se dît que c'était à cause du courant d'air. L'agent Rees arrêta de fumer sur le bord de la route. Maintenant, s'il s'arrêtait sur la route nocturne, il éteignait les phares de la patrouille Vauxhall Viva Mark II et restait assis dans la voiture, écoutant comment fonctionnait le moteur à 4 cylindres, comme si le son fait par les hommes pouvait maintenir le monde en place. Et Madame Evans cessa d'avoir peur de la fenêtre. Parfois le soir, elle s'approchait de la vitre et regardait dans l'obscurité. Derrière elle faisait tic-tac l'horloge Smith & Field, héritée de sa mère. Sur la cheminée se trouvaient des photographies de son mari en uniforme des fusiliers royaux gallois. Il ne revint pas de Normandie en 1944. Là encore étaient les meules comme des chapeaux noirs et parfois Vénus. Elle pensait que quiconque était venu semblait n'avoir rien pris, rien laissé, sauf le silence qui était devenu un peu plus dense dans leur région. Et encore, sauf le sentiment qu'on ne peut transférer dans un procès-verbal. Le monde est grand, et il regarde en retour. Le 29 mai 1977, en cette dernière nuit de mai, quand le Pembrokeshire sentait la terre humide et le sel de la mer d'Irlande, au-dessus des pentes des collines de Preseli, où les tribus celtiques des Silures extrayaient autrefois la pierre bleue pour Stonehenge, glissa une lueur silencieuse et disparut. Le chien Bram leva la tête, mais ne grogna pas, tressaillit seulement de l'oreille et se recoucha. L'horloge Smith's dans la cuisine allait tic-tac, tic-tac, comme il se doit. Et même si, quelque part, au loin, du fer rond avec des panneaux rectangulaires traversait un ciel étranger, dans la maison c'était calme. Car le mystère n'est pas toujours la peur. Parfois, c'est simplement un voisinage sur lequel nous en savons un peu plus qu'hier. Et quand le matin, comme d'habitude, va non pas de l'Est, mais silencieusement, de la bouilloire, de la radio Philips, réglée sur BBC Radio 4, de l'odeur du pain frais de la boulangerie Philips sur High Street, au village, on recommença à parler de la météo, des pluies qui promettaient encore d'être abondantes, du prix de la laine qui avait chuté après les grèves, du nouveau ministre qui promettait d'aider les fermiers. Mais si quelqu'un, en passant, mentionnait février, mars, ces étranges lumières, personne ne riait plus. Tous se souvenaient comment le silence peut devenir plus fort que la mer, et comment un regard jeté dans une fenêtre sombre revient un jour de loin, de cet endroit où les étoiles non seulement brillent, mais répondent aussi. Des années plus tard, l'affaire Pembrokeshire,
entrera dans les manuels comme l'un des cas d'observation d'ovnis de masse les plus minutieusement documentés de l'histoire britannique. Les dossiers du MOD ne seront déclassifiés qu'en 2008, après 30 ans. L'agent Rhys prendra sa retraite en 1984 et maintiendra jusqu'à la fin de sa vie « Je sais ce que j'ai vu, et je sais que je ne sais pas ce que c'était ». L'institutrice, mademoiselle Harper, enseigna à l'école de Saint-Bride jusqu'en 1995. Ses élèves, devenus adultes, revenaient parfois vers elle avec la question « Vous souvenez-vous de ce printemps ?» Elle se souvenait et répondait toujours de la même façon « Le ciel est plus grand que nous le pensons. » Et Madame Elizabeth Evans vécut dans sa chaumière jusqu'en 1991. Les voisins disaient que jusqu'à ses derniers jours, elle aimait se tenir à la fenêtre le soir et regarder les étoiles. Quand elle s'en alla, les nouveaux propriétaires trouvèrent parmi ses affaires un carnet avec des notes. Sur la dernière page, datée de mai 77, était écrit en gallois « Mercer en grando ». Les étoiles écoutent.